par rapport à son action sur les 4 dernières années. Bon, voilà pour l'aspect politique et communication politique de Donald Trump. Grégory, sur le plan des entreprises, je le disais, la semaine va être intense. Il y a près de 180 sociétés du S&P 500 qui publient leurs résultats, dont les GAFAM, Google dès demain soir. Si je reprends mon agenda, on aura mercredi soir Facebook, Microsoft et Tesla après la clôture des marchés américains. Enfin, Tesla qui est pas dans les GAFAM, mais c'est pas bien grave. Et jeudi soir, il y aura Apple et Amazon après la clôture de Wall Street, Grégory. C'est un rendez-vous à risque, particulièrement dans cette période. Le marché ayant identifié visiblement ces valeurs, ces FANG, ces GAFAM comme étant des valeurs anti-crise, en tout cas dont les business ne devraient pas souffrir de la crise. C'est comme ça que le marché valorise aujourd'hui ces entreprises. Est-ce qu'il y a un risque important de déception à travers les publications de ces différents groupes, Grégory ? Mais je crois que ça va surtout être, comme on dit en anglais, un reality check, c'est-à-dire qu'on va voir où ces compagnies en sont par rapport à l'influence qu'a eu le coronavirus sur leurs résultats. Or, peut-être que les GAFA font partie d'un groupe de 5 compagnies, mais elles ont toutes non seulement des business différents, des sources de revenus différents et une exposition différente aux problèmes qu'on rencontre actuellement. Je dirais le premier exemple, c'est les compagnies qui dépendent beaucoup de la publicité. Vous prenez Google et Facebook, à moins qu'on soit sur la Lune, on sait très bien que les budgets publicitaires se sont effondrés et qu'ils ne sont pas compensés par le nombre de gens qui augmente évidemment en allant aussi bien sur un Instagram que sur un YouTube. Donc pour Google et Facebook, je dirais, on les attend au tournant vraiment avec des chiffres qui vont être très importants. Imaginez que pour Google, 84% de leurs revenus sont des revenus publicitaires. Alors vous allez me dire, et le cloud? Alors là, c'est l'autre point très très intéressant pour d'autres compagnies, Microsoft évidemment et Amazon, parce que le cloud, là, on attend encore une très forte croissance. De nouveau, pas besoin de faire un dessin. Zoom, qui maintenant atteint 300 millions de personnes, Netflix, qu'on regarde continuellement tous les jours, tout ça, c'est des activités qui sont sur le cloud. Alors, si vous reprenez un Google, l'exemple de Google, le cloud, ça représente que 5% des revenus. Donc, même si la croissance est importante dans le cloud, un Google n'en recevra pas des bénéfices extraordinaires. Par contre, là, c'est tout le contraire pour un Amazon et pour un Microsoft, où là, on attend alors au niveau du cloud des résultats exceptionnels. Quels sont les autres points d'interrogation? Je dirais pour Amazon, évidemment, le point d'interrogation, c'est les attentes sont énormes au niveau du e-commerce et de la livraison à domicile. Alors, ces attentes sont très importantes, les chiffres seront là, mais est-ce que les marges d'Amazon, qui n'ont jamais été très très fortes dans le e-commerce, est-ce qu'elles ont été affectées? Et puis l'autre chose avec Amazon, il y a toujours un risque. Amazon, c'est une compagnie qui investit énormément dans l'avenir. On l'a souvent reproché à Amazon, en fait, de ne pas avoir de profit puisqu'ils réinvestissaient leurs profits. Sauf que maintenant, depuis quelques années, Amazon a beaucoup plu à Wall Street en montrant des vrais profits. Ce qu'on pourrait peut-être craindre, c'est qu'Amazon se dise, là, on est dans une période où les gros investissements sont absolument justifiés, donc tant pis pour les profits, allons montrer que nous, on investit dans l'avenir. Donc, je dirais, la lecture de ces résultats va être fascinante, avec peut-être Apple, où on attend moins de choses, si ce n'est la confirmation peut-être que leur nouvelle gamme de téléphones, qui devrait être compatible avec 5G, sortira plus tard que prévu. On attendait une sortie au mois de septembre. Ça semble assez difficile quand même. Mais je vous dirais, c'est pas si important vu que 5G, on peut aussi imaginer que les réseaux ne sont pas forcément prêts et ne se sont pas développés aussi rapidement qu'on aurait pu le penser à cause justement de la crise actuelle. Donc non, ces résultats sont très très importants, mais ils vont être très différenciés à mes yeux parmi ces 5 grandes compagnies. Bon, et on voit déjà qu'en taille boursière, le marché a fait la différence aussi, puisqu'on a quand même les 3 leaders qui restent, Microsoft, Amazon, Apple, à plus de 1000 milliards et même plus de 1200 milliards chacune de capitalisation boursière. On a Alphabet, Google qui est repassé quand même sous la barre des 1000 milliards. On est déjà plus tout à fait dans le même groupe. Et puis Facebook qui a décroché des 1000 milliards depuis un moment, qui est autour de 500-550 milliards de dollars de capitalisation boursière cet après-midi. Ça, c'est la taille que le marché donne à ces entreprises aujourd'hui sur les publications et sur les résultats. Donc on suivra ces rendez-vous tout au long de la semaine. Grégory, on peut redire un mot des enjeux autour du pétrole. Au moment où le baril de brut léger
siège américain, livraison juin, le WTI contrat juin s'effondre de 25-30% à nouveau. Les spécialistes de l'investissement dans le secteur pétrolier nous disent qu'on peut avoir encore des surprises à court terme, en tout cas peut-être sur ce contrat juin WTI, sur les prix, puisque les problèmes de stockage sont loin d'être réglés. Mais tous ces spécialistes de l'investissement dans le secteur pétrolier, il n'y a pas besoin forcément d'être spécialiste, mais nous disent qu'on entre dans une phase de réduction forcée des capacités de production et ça va passer par des faillites. Et il y a encore aujourd'hui un exemple de faillite justement dans ce secteur aux États-Unis. Oui, absolument. La compagnie qui annonce rentrer en Chapter 11 était une des plus grosses compagnies de forage en eau profonde, Diamond Offshore. Je regardais le cours en bourse en l'an 2010. Cette action était à $80. Hier soir, elle était à 60 cents. Elle disparaît de la carte. Alors pourquoi particulièrement le forage en eau profonde? Pour une raison simple, c'est que les coûts d'exploitation en eau profonde sont beaucoup plus élevés que le fracking. Et que pour le moment, quand on regarde le cours du WTI, et vous le dites vous-même, à $14, on se dit, oh là là, quelle catastrophe pour le fracking. Mais le fracking, c'est pas des très gros investissements en structure. On peut arrêter ou ralentir vraiment la production très rapidement, alors que le forage en eau profonde, c'est des projets sur plusieurs années qui se sont tous arrêtés, ça c'est certain. Et c'est un coût d'extraction qui n'est pas du tout entre 20 et $30, mais on est beaucoup plus aux alentours de 50 ou $60 le baril. Donc oui, Diamond Offshore, c'est une des compagnies qui était le plus à risque. Elle n'est plus là. Vous aviez Wifim Petroleum. Je pense qu'il faut vraiment maintenant avoir ses yeux tournés, par exemple, vers des compagnies, pas seulement aux États-Unis, mais des compagnies telles que Technip, qui sont très, très investies justement sur ces activités de forage dans des zones où le coût d'extraction est très élevé. Avec Diamond Offshore, je dirais en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que ces deux plus gros clients sont deux clients évidemment en grosse difficulté. C'était Occidental Petroleum, dont on a beaucoup parlé, et Hess aussi. Donc il faut regarder aussi, je dirais, pour ces foreurs, la qualité et la solidité de leurs clients. Dans le cas d'Occidental Petroleum, c'était des clients extrêmement endettés, donc qui ont sûrement très rapidement coupé les budgets. Pour d'autres compagnies, peut-être qu'ils ont des clients beaucoup plus solides, tels qu'un Exxon ou qu'un Total, et l'effet sera moindre. Ouais, effectivement. Il y aura de toute façon des dégâts dans ce secteur pétrolier au sens large. On parle des valeurs pétrolières et puis des valeurs parapétrolières également que vous avez pu citer, Grégory. L'ajustement va se faire dans la douleur et ça continue avec cette nouvelle faillite pour un producteur de pétrole en eau profonde, Diamond Offshore, qui a donc déposé sa demande de Chapter 11 aujourd'hui. Grégory, peut-être un mot de Boeing également, qui publiera, je crois, ses résultats cette semaine, mais qui a d'ores et déjà annoncé ce week-end qu'il renonçait à racheter les activités d'aviation civile du brésilien Embraer. Coup dur pour Embraer, mais du point de vue de Boeing, j'imagine que c'est une décision qui paraît raisonnable vu les difficultés de l'entreprise et du secteur aujourd'hui. Oui, alors il le présente sous l'angle nous voulons conserver notre cash. Quand on regarde le coût qu'aurait été l'acquisition de Embraer, c'était un peu plus de 4 milliards de dollars, donc ce n'est pas rien. Mais évidemment, le problème n'est pas seulement le problème du cash. Le problème va être un problème de demande. Vous avez des centaines de Boeing Max qui sont immobilisés dans des garages, sur des pistes. Vous avez des carnets de commandes qui étaient extrêmement pleins, mais qui commencent à se réduire. Vous avez une population qui va beaucoup moins voyager quand les activités des compagnies aériennes vont reprendre. On peut imaginer, et les compagnies le disent, vous prenez un Delta, ils disent qu'il faudra attendre la fin de 2021 pour retrouver peut-être une activité qui ressemblera un peu à ce qu'on avait il y a une année. Donc, Boeing, c'est juste s'adapter à la situation. Qu'est-ce qui est spécifique à Embraer, et ça c'était intéressant, c'est que c'était des moyens porteurs. C'était des avions qui avaient une centaine de places, plus petits que le plus petit Airbus, mais ça montre aussi que dans l'esprit d'un Boeing, ce genre de transport entre des villes qui sont relativement proches les unes des autres, c'est pas quelque chose sur lequel on peut construire l'avenir. Donc je dirais pour les compagnies aériennes, ou en tout cas pour ces deux grands constructeurs, qui sont, je dirais, face exactement au même challenge, que ce soit Boeing ou Airbus, l'avenir est extrêmement compliqué. D'autant plus que leurs clients, en ce moment, sont parmi les compagnies qui souffrent le plus dans le monde des effets du coronavirus.
Merci beaucoup Grégory Volokin avec nous en duplex tous les jours depuis New York, le président de Mescard Financial Services dans Intégral Bourse sur BFM Business. BFM Business, Intégral